Podcast de la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 41. Le réseau Djibouti. Juge Borrell. Le juge Borrell et le réseau Djibouti. Bernard Borrell a été procureur de Lisieux de 1988 à 1995. Il était marié à Elisabeth Borrell, elle aussi magistrate. L'affaire débute en 1994 quand Bernard Borrell est nommé pour 3 ans comme conseiller au ministère de la Justice de Djibouti, ancienne colonie africaine, sous influence française. Sa mission est la suivante: réactualiser le code civil, le code pénal et conseiller le ministre. Il s'installe donc à Djibouti avec sa famille pour tenter l'aventure. 18 mois plus tard, le corps de Bernard Borrell est découvert carbonisé sur sa partie supérieure le 19 octobre 1995 au bas d'une falaise à 80 km de Djibouti face à l'île du Diable, vêtu de ses seuls sous-vêtements. Sa voiture était garée en haut de la falaise, son short plié, un jerrycan d'essence posé à côté. Le long de la descente ont été trouvés différents objets lui appartenant, dont l'une de ses chaussures intactes, un briquet vert enduit d'essence et une montre. Les gendarmes français, détachés à Djibouti, sont les premiers à faire cette découverte macabre. Le commandant des forces françaises de Djibouti, François Guignot, est prévenu le matin même. Un hélicoptère de l'armée française est immédiatement dépêché sur les lieux, avec à son bord 2 officiers de police judiciaire et un médecin militaire. Le rapport des gendarmes français conclut la thèse du suicide par immolation. Jean-Jacques Moulin, chef de la coopération française, exige auprès des autorités djiboutiennes de diffuser un communiqué attestant du suicide du conseiller français, alors même que l'enquête n'est pas terminée. Ce communiqué paraît quand même dans la presse djiboutienne qui reste sceptique face à cette annonce. Malgré les certitudes de l'armée française, les soldats djiboutiens poursuivent leurs investigations, ce qui les mène à 2 découvertes. Le matin de sa disparition, le juge Borrell aurait retiré l'équivalent de 50 000 francs, soit 1 500 €, en coupures djiboutiennes. Un peu plus tard dans la journée, il se rend à une station essence pour y remplir un bidon de 6 litres d'essence. Un des pompistes déclarera l'avoir vu en compagnie d'un Européen. L'épouse de la victime, Elisabeth, est convoquée par la justice djiboutienne. Elle refuse dans un premier temps, puis accepte 2 jours après la mort de son mari. Les gendarmes souhaitent l'entendre sur l'importante somme retirée par son mari. Lors de son témoignage, elle déclare ne pas être au courant de ce retrait. Elle déclarera plus tard avoir été sommée par les officiels français de ne pas évoquer ce détail. Quelques mois après son expatriation, Bernard Borrell s'était plaint de faire face à certaines difficultés au sein de sa mission, notamment à cause de ses relations houleuses avec son ministre de tutelle. Au fil des mois, son désenchantement s'amplifiant, il avait décidé de mettre un terme à son contrat et de quitter Djibouti. Une demande de mutation avait été faite auprès de son chef de mission. Quelques semaines avant sa mort, Bernard avait appris le décès de son ami Charles Clair Renaud, le président du tribunal de Lisieux, suicidé à son bureau d'une balle dans le cœur. Il en avait été bouleversé et ne pouvait concevoir que son ami s'était donné la mort en laissant derrière lui sa femme et ses enfants. Quelques jours après la mort de son mari, Madame Borrell rentre de Toulouse avec ses 2 enfants, mais sans le cercueil de son mari, resté à l'hôpital militaire français de Djibouti pour les besoins de l'enquête. Cet hôpital était en dehors de la juridiction djiboutienne, du coup. L'autopsie doit y être pratiquée, mais il n'y a pas de médecin légiste présent sur les lieux. La demande du médecin aurait pu être faite par Madame Borrell elle-même, elle ne s'est cependant pas manifestée, bien qu'il s'agisse du cadavre de son mari. Les autorités militaires françaises se sont donc contentées d'un simple examen externe du corps et concluent à une mort par asphyxie. Le parquet djiboutien réclame à son tour l'autopsie et obtient le rapatriement du corps. Étrangement, à peine le cercueil est arrivé en France qu'il est inhumé dans le caveau familial près de Toulouse. L'attitude de l'autorité française est plus que douteuse. Aucune autopsie, qui doit être faite sous 48 heures en cas de mort violente. Pas d'intervention de médecin légiste. On assiste à une véritable faute professionnelle, surtout que le certificat de décès de M. Borrell indique que les causes de la mort sont à déterminer. C'est à ce moment-là que Mme Borrell commence à douter de la piste du suicide et privilégie petit à petit celle de l'assassinat. Ces doutes se confirment quand la justice française lui demande si elle n'a pas en sa possession un document de M. Borrell qui aurait pu compromettre la justice djiboutienne, document dont la nature n'est pas évoquée. On demande quand même à Mme Borrell si une perquisition peut avoir lieu à son domicile, avec la présence d'officiers français, sans que les officiers djiboutiens ne soient présents. Elle se mobilise donc et saisit la justice, prête à tout pour découvrir la vérité sur l'assassinat de son mari. Son dossier étant traité en France, le juge Myriam Viargue, chargé de l'affaire, demande immédiatement une autopsie. Elle demande au parquet de Djibouti toutes les pièces concernant l'affaire, dans le cadre de la collaboration entre Djibouti et la France. Aucun élément ne correspond à la thèse du suicide. Pire, des incohérences sont mises en avant via le rapport des experts. Aucune fracture sur le corps, alors que M. Borrell se serait jeté dans le vide, du haut de la falaise.
Aucune trace de suie dans les poumons du juge Borel alors qu'il se serait immolé. D'autres éléments viennent troubler l'enquête. Madame Borel aurait dissimulé à la police de Djibouti la somme retirée par le juge Borel, retrouvée au domicile du juge dans une enveloppe, une intitulée, je cite, Ce que je dois, avec une lettre dans laquelle il demande à sa femme de revendre toutes ses médailles militaires. Il tenta de se suicider 6 heures après la disparition de son mari. Elle tenta de se suicider 6 heures après la disparition de son mari, avant même que l'on retrouve son corps. Face à toutes ces zones d'ombre, Elisabeth Borel ne sera pas entendue de par son statut de magistrate. Ceci demeure un mystère à ce jour. Le 21 septembre 1999, la brigade criminelle remet son rapport d'enquête à la juge. L'hypothèse de l'assassinat y est écartée. Madame Borel, scandalisée par cette décision, remet en question le travail des enquêteurs et des juges. L'avocat de Madame Borel, maître Maurice, n'hésite pas à évoquer la thèse d'un complot. Plusieurs thèses tentent d'expliquer la mort du juge Borel. Celui-ci épaulait à l'époque le juge d'instruction Roger Leloir, chargé de l'enquête sur l'attentat du Café de Paris, en 1990. Madame Borel pense donc que son mari aurait trouvé le commanditaire présumé des attentats, qui n'était autre que M. Ismaël Omar Guelleh, président de Djibouti. À ce moment-là, elle est persuadée qu'il est responsable de la mort de son mari. Des témoignages viennent appuyer cette piste, notamment celui de Mohamed Alou Mekkani, ancien membre de la garde présidentielle. Il aura assisté à la conversation de 5 hommes, dont Ismaël Omar Guelleh, et entendu dire, je cite, « Le juge Fouiner Borel a été tué sans aucune trace. » Pourtant, cette thèse est vite remise en cause. Tout d'abord, le juge Borel aidait simplement M. Leloir de manière administrative et n'était donc pas réellement impliqué dans l'enquête. Ensuite, personne à Djibouti ne savait que M. Borel avait été juge, il n'était jamais nommé en cette qualité. Le fait que juge Borel ait été entendu au sein d'une conversation n'est donc que peu tangible. De plus, l'auteur du témoignage va vite se rétracter. Il avouera plus tard qu'à son chef de corps, M. Iftine, qu'il a été encouragé par un avocat français à effectuer un faux témoignage pour obtenir son asile politique en Belgique. Iftine en rendra compte au chef du renseignement djiboutien. La juge Morakini est convaincue que Mohamed Alou Mekkani est un faux témoin. Quelques mois plus tard, Mme Morakini et M. Leloir sont dessaisis de l'instruction à la demande de Mme Borel. La Cour européenne des droits de l'homme condamnera même la France pour le manque d'impartialité de la juge Morakini, privilégiant la thèse d'un suicide. Le juge J.B. Parlos reprend alors l'enquête. C'est le 4e dans l'affaire. Il ordonne une 2e autopsie après s'être rendu à Djibouti. Les experts découvrent que le juge aurait reçu un coup mortel à la tête. Des experts en incendie trouvent la trace de 2 produits inflammables distincts sur le corps de Bernard Borel, détail jamais évoqué jusqu'alors. Un autre rebondissement intervient dans l'affaire. Ali Iftine affirme avoir menti sous la menace du service des renseignements. Le procureur général Jama Suleiman est mis en cause par le tribunal de Versailles pour subornation de témoins et il fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Étrangement, les mandats d'arrêt sont levés en 2009 et le tribunal de Versailles atteste que Mohamed Alou Mekkani et Ali Iftine ont livré de faux témoignages. Madame Borel évoque alors un complot mettant en cause l'État français. Elle porte plainte pour pression de l'État français sur la justice, s'attaquant notamment à Michel de Bonnecorse, conseiller du président Chirac pour l'Afrique et partisan de la thèse du suicide. En 2007, le président Sarkozy reçoit la veuve Borel à l'Élysée. Il fait paraître le soir même un communiqué qui explique que le juge Borel a bien été assassiné. Suite à cette publication, des manifestations ont lieu à Djibouti. En effet, en publiant ce communiqué, Nicolas Sarkozy témoigne de son soutien à Mme Borel, qui met publiquement en cause le chef de l'État djiboutien. Des manifestations ont lieu par le pouvoir, mais soulèvent un autre scandale, jamais mentionné jusqu'alors, celui du réseau pédophile français sur lequel aurait enquêté le juge Borel. On y vient des années et des années plus tard. Il impliquerait des Français haut placés, peu de médias font référence à ce nouvel élément, pourtant cette piste se révèle très importante. La brigade criminelle avait déjà en 1999 pris connaissance d'une liste faite par le juge Borel. Sur cette liste paraissaient des noms de militaires et de diplomates français ayant commis des abus sexuels sur des enfants. Il pourrait certainement s'agir du document recherché par certains officiers français demandé à Mme Borel. De plus, 2 militaires se seraient donné la mort concernant des affaires similaires. La cause de leur mort a été dissimulée par l'armée française. Le juge Borel avait déjà enquêté à Lisieux sur des affaires de pédophilie, notamment l'affaire Delphine Boulet, et elles avaient toujours été étouffées. Lisieux est aussi la ville où son collègue, Charles-Claire Renaud, président du tribunal, se serait suicidé d'une balle dans le cœur quelques jours avant l'assassinat de Borel. À Djibouti, Bernard Borel fréquentait des Français influents. Jean-Jacques Mouline, chef de la mission française de la coopération, mais aussi Claude Sapkas-Keller, conseiller à la présidence de la République de Djibouti, et le psychiatre militaire Régis Puech. Revenus en France après l'assassinat du juge Borel, ils refuseront toujours de s'exprimer sur ce sujet. Claude Sapkas-Keller
aurait été celui qui a demandé à Madame Borel de dissimuler les 50 000 francs, donc 7 500 euros, et il aurait ordonné à Madame Borel de ne pas en parler. L'audition de Madame Borel par les autorités djiboutiennes s'est déroulée de façon suspecte. L'accès à la maison a été refusé aux autorités djiboutiennes, empêchant toute perquisition. L'audition a donc eu lieu, mais chez les voisins. Chose curieuse, Claude Sapkas-Keller ainsi que le capitaine de gendarmerie Luc Offray se sont rendus dans le bureau du juge Borel et ont demandé au ministre de la Justice djiboutienne la permission de fouiller le bureau sans la présence d'une quelconque autorité. Peut-être était-il à la recherche de la fameuse lettre que possédait le juge Borel concernant les viols commis sur des enfants. D'autres éléments viennent conforter la thèse d'un réseau pédophile. À l'époque, Djibouti était connu pour être une plaque tournante de la pédophilie. Beaucoup d'enfants orphelins vivaient dans les rues, livrés eux-mêmes. Et ils étaient pour la plupart réfugiés des pays voisins, donc on peut notamment nommer la Somalie, qui était déjà dans une situation difficile à l'époque, puis qui s'est prolongée avec l'indépendance de l'Érythrée, etc. On nommera aussi le Sud-Soudan, enfin voilà, c'est une région très instable. En avril 1995, maître Jacques-Marie Carlan, assistant social des armées à Djibouti, est convoqué pour assister à une réunion dans la résidence du général Guignot en présence de M. Mouline, chef de la coopération française, et du chef d'état-major, le colonel Sartre. Au cours de cette réunion, il lui a été ouvertement reproché de se préoccuper du sort des enfants des rues. Au mois d'octobre 1995, suivant la mort du juge Borel, de nombreux militaires français ne reviendront pas sur le sol djiboutien, bien que leur contrat ne soit pas terminé. Ceci se déroule en pleine révélation de l'affaire de la cathédrale, lieu où des ressortissants français ont commis des violences sexuelles sur des enfants orphelins. Les autorités françaises avaient à l'époque tout fait pour étouffer l'affaire, en rapatriant en France les personnes concernées. Plus troublant encore, de nombreux enfants des rues, éventuels témoins, sont reconduits à la frontière éthiopienne sous couvert d'action humanitaire. C'est notamment la mission du père François Lefort, condamné à 8 ans de réclusion pour viol sur mineur. Il était en contact avec M. Mouline, à qui il devait sa présence sur le sol djiboutien. Suite à ce scandale, de nombreux enfants des rues témoigneront des viols commis par les ressortissants français. Ils évoquent de nombreuses voitures de ressortissants français qui s'arrêtaient sur la route de Venise, lieu où de nombreux enfants des rues se regroupaient. Le nom de Sapkas et Puech seront mentionnés au cours d'un témoignage, incluant aussi de nombreuses personnes du corps de l'armée, dont des capitaines et adjudants. Sapkas avait été aperçu par de nombreux témoins en compagnie d'enfants des rues, y compris à son domicile. Il leur remettait souvent une forte somme d'argent, par exemple, pour qu'ils disparaissent lors de la visite de Borel. La justice de Djibouti, trouvant le rôle de Sapkas relativement trouble dans cette affaire, a insisté pour s'entretenir avec lui. Celui-ci a refusé tout contact, ne répondant ni au téléphone ni aux demandes de rendez-vous. Juste avant de quitter le territoire djiboutien, Sapkas est allé rendre visite à Madame Sœur Marie-Dominique à sa mission. Il s'est entretenu avec elle pour la convaincre du suicide du juge Borel, lui déclarant que son assassinat était une calomnie et qu'il s'agissait en vérité d'un suicide. C'est la dernière chose qu'il a fait avant de rentrer en France, sans pour autant s'inquiéter de poursuites judiciaires. Une autre piste pourtant très importante a été ignorée dans l'affaire. Le criminologue Christophe Naudin était à Djibouti en 1998. Il enquêtait alors sur la disparition du fils d'un Français disparu dans de mystérieuses conditions. Celui-ci a été retrouvé à la prison de Gabod, pénitencier djiboutien. Il déclara à M. Naudin qu'il logeait avec d'autres enfants dans un endroit tenu par un officier de gendarmerie. Le gendarme donnait diverses missions aux jeunes, l'enfant fait référence entre autres à celle où un Français aurait été tué et jeté du haut d'une falaise, son corps brûlé en bas de la falaise. Ce témoignage édifiant fut rapporté au juge du parquet de Paris, mais Madame Clément, sans que jamais des suites y soient données. Suite à de nombreux témoignages occultes, de fausses pistes volontairement abordées et autres dysfonctionnants plus que troublants au sein de la justice française, la thèse du réseau pédophile ne sera pour autant jamais exploitée. Et jusqu'à ce jour, l'instruction est dans une impasse. Pourtant, elle reste aujourd'hui la plus probable aux yeux de nombreux journalistes. La perplexité au sein des rédactions témoigne des nombreuses zones d'ombre concernant le meurtre du juge Borel. Elle soulève cependant de nouvelles questions qui, on l'espère, permettront de résoudre cette énigme. En 2008, Wikileaks va publier des messages diplomatiques de l'ambassade américaine qui citent quelques personnes impliquées, Claude Sapkas-Keller, Patrick Millon, ex-conseiller en communication du président djiboutien Hassan Gouled Aptidon, le père Aubert, prêtre, Frédéric Gradiani, professeur de sciences physiques, Thierry Gibault, professeur d'histoire-géographie. Affaire à suivre.